Bonjour mes petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan et c'est le bilan du mois de juin. J'ai lu ce mois-ci, il me semble, 9 livres, 4 en lecture papier et 5 en audio. Le mois prochain, ça va un peu baisser en termes de livres audio puisque je suis passée du forfait 50 heures sur Nextory au forfait 30 heures. Parce que je commençais un peu à écouter pour écouter en fait. C'était plus vraiment des lectures qui m'intéressaient, c'était plus à des moments où j'étais vraiment disponible pour écouter. J'étais plus en train de lire parce qu'il fallait que je complète mes 50 heures. Mais là par contre on est à peu près à la moitié du mois sur Nextory et je crois que j'ai déjà utilisé les 2/3, voire un peu plus, des 30 heures. Ce qui fait que ça risque d'être un peu compliqué en fait. Je suis un peu prise à mon propre jeu. Je sais pas comment je vais faire. Après, là, je sais qu'on va être en vacances. Enfin, notamment, je vais partir en vacances avec mon mari. Donc là, je vais pas du tout pouvoir écouter. Donc, c'est pas plus mal que je teste pendant ces 2 mois-ci, là, pour voir si c'est mieux ou moins bien. Mais je pense que je vais très rapidement retourner sur les 50 heures. Il va falloir que je vois comment je peux me débrouiller. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Bref, je vais pas parler plus là-dessus. Donc, je vais vous présenter les 9 livres que j'ai lus ce mois-ci. Et je vais commencer directement avec le premier que j'ai lu en version papier et qui est le fameux l'Odyssée de Homère. Là, c'est la version classique abrégée qui n'est pas en très très bon état puisque c'est celle que j'ai depuis que je suis petite. Et encore, est-ce que c'est pas à mon frère ? Je me pose la question. Ok, bon, si mon frère passe par là, je suis désolée, hein, mais je crois que c'est le sien. Je suis plus sûre, parce que je l'ai pas lu, moi, au collège. Et je crois que l'un de mes frères a dû le lire au collège. Et donc voilà, donc je l'ai piqué dans la bibliothèque familiale. Et je vais pas le rendre. J'avais jamais lu ce livre et je voulais le lire puisque, je sais pas si vous savez, mais c'est qui ? C'est James Cameron ? Non, c'est pas James Cameron. C'est qui l'a fait ? C'est quel réalisateur ? C'est un réalisateur super connu. Je vais regarder vite fait parce que j'ai peur de dire des conneries. Christopher Nolan. Oh merde, j'ai confondu les deux. Oups. Bref, puisque Christopher Nolan va sortir un film tiré justement de ce livre avec, mais genre que des grands noms, ça va être des grands acteurs. Je pense que je le regarderai, alors je ne sais pas si j'irai au cinéma pour le voir, j'avoue. Un peu la flemme, le cinéma coûte vraiment très très cher actuellement, donc je sais pas. Mais en tout cas, je le regarderai à un moment, et donc je voulais lire le livre pour voir un petit peu de quoi ça parlait. Pour vous faire un petit résumé, nous y suivons Ulysse qui revient de la guerre de Troie. Guerre de Troie que je vous présente pas trop, je pense que ça va, vous voyez ce que c'est. Et donc il a mis 20 ans à rentrer de cette guerre parce qu'il a été pris par plein de manigances avec les dieux, il a rencontré plein de créatures mythologiques, etc. Et pendant ce temps, Pénélope, en fait, elle l'attend à Ithaque, dans son royaume, où elle est assaillie par tout plein de prétendants et elle essaye de les tenir à distance et elle essaye aussi de gouverner le royaume comme elle peut. Donc voilà, mais on suit surtout les aventures d'Ulysse. Alors, je suis un peu mitigée en fait par rapport à ce livre parce que on sent que c'est un abrégé, on sent que le texte d'origine il a été vraiment tronqué parce que c'est très rapide et en même temps un petit peu lent. En fait, les histoires que l'on voit, il y a des moments où on nous détaille énormément de choses, mais par contre il y a des actions qui sont ultra rapides, ultra condensées, donc je sais pas, j'ai un sentiment très très mitigé. Je ne saurais absolument plus vous dire ce qui se passe dedans tellement c'est rapide les événements. Et puis je suis pas du tout attachée au personnage en fait, ce qui est très important pour moi. J'avoue que quand je lis un livre, c'est très important pour moi justement le développement des personnages, de m'y attacher, etc. Sinon je suis pas prise dans le livre. Et là ça a été un petit peu le cas parce que Ulysse, je le trouve ultra hautain. Je sais pas, je l'apprécie pas forcément en fait dans ce livre. Je trouve qu'il est pas bienveillant en fait envers à la fois son équipage, à la fois son entourage, enfin je sais pas, je l'ai pas beaucoup aimé, il fait très dieu en fait, alors que bon, dedans c'est un demi-dieu, mais je sais pas, j'ai pas aimé le personnage, et je vous dis c'est très très rapide, ça reste très factuel, on n'est pas dans l'émotion, ce qui fait que je suis restée un peu à côté en fait de ma lecture. Par contre, je pense qu'en adaptation cinématographique, ça peut rendre ultra bien parce qu'en effet, il y a beaucoup d'actions. Mais encore une fois, là, c'est pas très très détaillé. Donc, à voir comment ils arrangent ça. Mais moi, le livre, je suis restée un peu de marbre, sans mauvais jeu de mots, par rapport à ça. Je lui ai mis une note de 3 sur 5. Voilà, parce que c'est pas mauvais non plus, hein, mais c'est vrai que j'ai pas été embarquée. C'était pas le truc où vraiment j'avais envie de lire la suite. J'étais vraiment prise dedans. Non.
Après, je suis pas trop la cible de la mythologie grecque et romaine, hein. C'est pas trop mon truc, donc voilà, faut le prendre en compte. Le livre suivant que j'ai écouté en livre audio, mais que j'ai également en version papier, c'est Cress de Marissa Meyer, donc qui est le 3e tome des Chroniques lunaires. Donc cette saga jeunesse de science-fiction, qui est également une saga de réécriture de contes, est composée de 4 vrais tomes et d'un tome 3.5 qui va être le prochain livre, donc je vais dire, qui est une nouvelle sur la reine Levana. Dans cette saga, nous allons suivre dans le tome 1 Cinder, qui est une cyborg et qui va aider le prince Kai à réparer une androïde, mais elle va également essayer de sauver sa petite sœur qui est atteinte de la létumose, qui est une maladie qui se propage sur toute la planète Terre et qui ravage et qui tue tout le monde. Et on va également donc suivre, comme je vous disais, le prince Kai qui lui va essayer en fait de sauver son peuple de cette maladie, tout en essayant de faire en sorte que les lunaires, qui sont dirigés justement par la reine Levana, n'envahissent pas la planète Terre, puisque les lunaires, eux, ils ont des pouvoirs, enfin ils ont des petits pouvoirs psychiques qui leur donnent du coup un ascendant sur les terriens. Cette saga, donc comme je vous dis, c'est des réécritures de contes, donc chaque tome on va suivre une princesse en particulier. Donc là le tome 1 c'était sur Cinder, donc comme vous vous en doutez sur Cendrillon. Le tome 2 c'était Scarlett, donc qui suivait une réécriture un peu du Chaperon Rouge. Et donc là, Cress, c'est donc une princesse qui s'apparente à Réponse. J'ai beaucoup aimé ce personnage, je l'ai trouvé vraiment chouette. La personnalité, je trouve, elle était vraiment très cohérente avec justement Réponse. La petite histoire d'amour, elle était très sympa également. J'ai vraiment pas mal aimé ce tome 3. Alors il est plus long que les autres, celui-ci en écoute, il faisait 15h40 il me semble. Et je crois que le prochain va être encore plus long, enfin le prochain tome, hein, pas le 3.5. Mais va être encore plus long. C'est très sympa, moi j'aime beaucoup ces petites réécritures de contes là. Je trouve qu'elles vieillissent pas trop mal franchement, parce qu'elles ont été écrites il y a quand même un petit bout de temps. À 2019, c'est pas si vieux que ça, mais voilà, ça date quand même un petit peu. J'avais un petit peu peur en me lançant dans ce tome 3, puisque le tome 2, je vous avais dit, je l'avais un peu moins apprécié parce que j'étais un peu moins attentive. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'étais pas rentrée tant que ça dedans. Alors, je le trouve très bien quand même, hein. Je pense que je l'ai pas lu au bon moment. Et celui-ci, par contre, je l'ai lu bien comme il faut. J'ai beaucoup apprécié, j'étais vraiment prise dedans. Les personnages, je les ai trouvés vraiment chouettes et je me suis réattachée aux personnages qu'on a vus dans le tome 2. J'avais aussi un petit peu peur de l'accumulation de personnages, puisqu'à chaque fois, comme on voit une nouvelle princesse avec un nouveau prince, entre guillemets, ben, j'avais un peu peur que ça fasse beaucoup. Et moi, avec les prénoms, avec tout ça, je suis un peu... voilà, j'arrive pas au bout d'un moment et j'avais un petit peu peur. Mais en vrai, franchement, ça va, ça passe plutôt bien. Parce qu'en fait, on nous fait découvrir les personnages au fur et à mesure. C'est pas brutal comme ça, vous avez 10 personnages nouveaux. Donc ça passe vraiment très bien. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. À l'écoute audio, franchement, c'est très bien. Je ne regrette pas de passer par l'audio et pas par la lecture papier. Franchement... je passe de très bons moments en l'écoutant. Je lui ai mis une note de 4 sur 5 parce que c'était vraiment une bonne lecture. J'ai bien aimé. Et j'ai hâte donc de me plonger dans la nouvelle sur la reine Levana. Celle-là, je ne sais pas quelle durée elle va faire, mais ça va être le prochain dans cet univers. Ensuite, en lecture audio, j'ai enchaîné avec 9 mois qui comptent pour la vie de Jessie Nchopsé. Je crois que c'est ça son nom. Je l'écorche à chaque fois, mais bon, écoutez. Je vous en ai parlé dans le bilan du mois dernier, parce que j'avais lu également un livre qu'elle avait écrit qui s'appelait Glucose Révolution. Et là, donc, c'est le dernier livre qu'elle a écrit qui parle de la nutrition donc des femmes enceintes, puisque elle a eu un bébé. Et donc, elle parle de comment elle s'est alimentée, des conseils qu'elle peut donner pendant la grossesse. C'est une personne qui est une biologiste, il me semble qu'elle a un master en biologie, ou elle est doctorante en biologie, je crois. Donc elle n'est pas nutritionniste et elle n'est pas diététicienne non plus. Elle est juste, voilà, scientifique et elle aime la biologie. Donc elle a une vision qui est quand même très... théorique, on va dire, sur la question. Je vous avais déjà donné quelques problématiques que j'avais par rapport à son livre, qui m'avait un peu chafouiné, on va dire. Le fait que, comme je vous disais, elle n'est pas nutritionniste, elle n'est pas diététicienne, et que donc les études qu'elle utilise, des fois, sont un peu... biaisées, soit créées par des lobbies qui veulent vendre certains aliments, ou alors
réalisé à trop petite échelle en fait pour qu'on ait vraiment des conclusions précises. Il faudrait que ce soit des études beaucoup plus générales et puis vraiment validées par tout un consensus scientifique. Alors moi après là je vous mets entre grosses pincettes ce que je vais dire parce que j'ai écouté son livre que je n'ai pas terminé en fait. Il me reste 2-3 heures sur 9 heures je crois. J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Dedans, elle nous parle de beaucoup d'études. Comme moi, c'est de la lecture audio, j'ai pas pu à chaque fois regarder exactement les études, mais je vous dis par rapport à mon ressenti quand elle les exposait, ces études, et aussi par rapport à d'autres vidéos que j'ai regardées sur YouTube de diététiciens, de nutritionnistes qui parlaient de sa vision, des interviews qu'elle a pu faire, ou alors de son livre donc Glucose Révolution que j'ai déjà lu. J'en ai pas vu qui parlait de ce livre-là en particulier, mais en tout cas dans les études sur Glucose Révolution et là aussi de ce que j'ai pu ressentir moi par rapport à ce qu'elle disait dans les études donc de ce livre-là, 9 mois qui comptent pour la vie, je trouve que ces études ont l'air très bancales sur certains points, notamment en fait c'est très peu des études validées par tout un consensus scientifique et validées par la santé nationale, je sais pas comment on l'appelle déjà, c'est l'ONS, c'est ça? Je sais plus. Moi et les sigles. C'est comme moi et les personnages, hein, donc ne commentez pas s'il vous plaît. Bref, en tout cas, c'est des études qui vont être à plus petite échelle, donc avec des échantillons très petits, donc on peut pas vraiment en faire une conclusion globale. De plus, on est avec donc des humains et de la nutrition, donc il y a des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques, des facteurs, enfin plein de facteurs différents qui peuvent totalement modifier une étude. C'est pour ça que généralement quand on fait des études de ce genre, on prend un échantillon de personnes qui est très très grand, on fait plusieurs études différentes sur le sujet et là à chaque fois elle nous sort une étude avec des échantillons généralement qui vont tourner au max autour de 10 personnes, donc c'est pas assez représentatif en fait pour avoir une conclusion, mais elle les utilise justement pour appuyer ses conseils et ça me dérange un peu parce que je trouve ça un peu malhonnête en fait parce qu'elle utilise beaucoup d'études. Elle nous sort énormément de statistiques, alors là je vais parler plus particulièrement du livre là que j'ai lu, donc 9 mois qui comptent pour la vie. C'est bourré de stats. Je vous donne un conseil qu'elle donne. Si jamais vous mangez 4 œufs par jour minimum, je crois même qu'elle dit 6, mais je suis plus sûre. Faut manger 4 œufs minimum par jour, ou 6. Sinon, vous avez plus 4% de chances que votre enfant devienne autiste, plus 6% de chances qu'il développe un TDAH, plus 10% de chances qu'il développe je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, je rappelle que c'est un livre qui est destiné à des femmes enceintes, ce que je ne suis pas, hein, d'accord, je préfère vous prévenir, mais voilà, ça m'intéressait juste de lire ce livre. J'ai quand même l'ambition un jour d'avoir un enfant, mais voilà, je sais pas, j'avais envie de le lire à ce moment-là. Bref, donc c'est quand même un livre qui est destiné à des femmes enceintes, à des femmes qui sont en pleine grossesse, et je trouve le livre très très culpabilisant. Alors elle le dit pas comme ça, hein. Elle dit justement, c'est pas dramatique si vous faites pas ça, c'est pas dramatique, ne vous inquiétez pas, mais bon, mieux vaut tard que jamais, hein, donc maintenant, ayez une bonne alimentation, faites ceci, faites cela. Alors c'est pas ayez une bonne alimentation, hein, c'est vraiment comme je vous dis, mangez 6 œufs par jour, toutes les semaines il faut que vous mangiez des petits poissons, enfin voilà. Elle est même un peu culpabilisante aussi pour les femmes végétariennes, parce que vraiment elle ne l'est pas. Elle va dire oui, si vous êtes végétarienne, changez d'avis en fait. C'est pas le moment de l'être. Je trouve qu'elle a une manière d'exposer les choses qui est quand même très culpabilisante, surtout pour un public qui, à cette période de sa vie, est vraiment très sensible et a envie de bien faire, parce que là on parle quand même de quelque chose qui va toucher à l'instinct maternel des personnes, et donc si jamais on lui dit voilà, si jamais vous mangez une glace, vous mettez en danger votre gosse et il va sûrement devenir autiste, bien sûr en fait tu vas très faire attention à ce que tu manges, et je pense que les personnes qui lisent ce livre en pleine grossesse peuvent développer des troubles du comportement alimentaire, et donc je trouve ça un peu dramatique en fait. J'ai pas du tout aimé ce livre, je l'ai trouvé très culpabilisant. Elle nous assomme de statistiques et elle nous donne des conseils en nous disant vraiment il faut faire ça, alors qu'au final personne ne nous donne ce genre de conseils. Pour avoir eu pas mal de personnes enceintes autour de moi, les sages-femmes ne donnent jamais ce genre de conseils. Elles sont beaucoup plus mesurées dans leurs propos et il y a que quelques petites interdictions, je pense à la viande crue et à l'alcool, hein, ce genre de choses. Là oui, en effet, il y a eu
beaucoup d'études autour de ça, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites et donc là, vous pouvez croire à ces restrictions-là, mais dans tout ce qu'elle dit, genre vraiment c'est un peu trop quoi. Et je pense que c'est une période de la vie d'une femme où on n'a pas besoin de la culpabiliser à ce point, on n'a pas besoin de lui mettre autant d'injonctions et de lui faire reposer une charge mentale encore plus importante que ce qu'elle n'a déjà à ce moment de sa vie. Donc j'ai pas aimé. Voilà. Bah, en fait, quand je l'ai lu, au moment où je l'ai lu, comme je commençais à avoir ce sentiment un petit peu de malaise par rapport à comment elle exposait les choses, donc j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de taper vite fait sur Google, parce que je me suis pas trop renseignée non plus, j'avoue, j'avais pas que ça à faire, mais je me suis renseignée un petit peu sur Google, ce que disaient les gens sur ce livre. Et j'ai vu notamment tout un article de France Info. Encore une fois, j'ai pas regardé les sources ni rien, mais de France Info qui s'appuyait sur les dires de sages-femmes, il me semble, et de nutritionnistes, qui disaient qu'en fait, la plupart des cas qu'elle citait, c'était pour des cas particuliers, en fait. Si jamais, oui, vous avez du diabète gestationnel, bah là, oui, il faut faire attention à tel aliment, il faut manger de telle manière, mais pour une personne lambda qui n'a pas de problème de santé ou quoi que ce soit, non, mangez juste sainement. Équilibré, et puis c'est tout quoi. Je suis assez dubitative sur la plupart des informations qu'elle a données, et j'ai trouvé son livre plus culpabilisant que dans Glucose Révolution, donc ça m'a un peu gênée, surtout quand je sais le public qui est ciblé par ce type de livre. Je lui ai mis une note de 1,5 sur 5 parce que j'arrive pas à mettre 0. C'est ça aussi mon interrogation, c'est que si tout était vrai, si tout était bien prouvé, scientifiquement parlant, avec des vraies études, etc., pourquoi elle ne l'aurait pas coécrit avec un diététicien ou un nutritionniste ou une sage-femme, en fait? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi elle ne se serait pas entourée de personnes vraiment qualifiées qui, justement, côtoient des femmes enceintes au quotidien qui les conseillent pour réaliser ce livre? Parce que dès le début du livre, elle le dit, hein, je vais vous donner des conseils, mais rapprochez-vous auprès de votre médecin avant de changer tout votre régime alimentaire, avant de suivre ces conseils-là. Et en gros, elle se décharge complètement de toute responsabilité si ça vous entraîne des problèmes de santé. Donc, généralement, quand un livre sur la nutrition, sur tout ça commence comme ça, moi je me méfie, personnellement. Mais voilà, ça, mon interrogation, c'est pourquoi elle s'est pas juste entourée de personnes qualifiées. Je sais pas. Et aussi que c'est de la pub un peu parce que au beau milieu du livre, elle va nous conseiller d'acheter ces gélules qui servent à réduire les pics de glucose, si je me trompe pas, et qui est vendu genre, il me semble que c'est $60. Je vais pas dire des bêtises, mais c'est pour moins d'un mois. Enfin bref, c'est aberrant quoi, et pareil, c'est pas scientifiquement prouvé, elle a pas fait d'études pour montrer que ça fonctionne, faut juste la croire, et puis elle nous dit juste que c'est naturel, et puis que c'est elle qui a fait la formule, et voilà quoi. Donc je suis vraiment dubitative par rapport à ça. Et je vous conseille toujours, quand vous lisez des livres sur la nutrition, de vous renseigner avant de suivre les conseils. Alors, livres ou vidéos ou n'importe quoi, hein, renseignez-vous auprès de votre médecin, auprès de personnel qualifié. Donc voilà, le livre suivant que j'ai écouté, encore une fois un livre audio, c'est Comme un roman d'été de Émilie Henry. Donc c'est une romance dans laquelle on va suivre January, qui est une autrice de romance avec des petits happy endings qui voient la vie en rose, sauf que sa vie va être chamboulée le jour où son père va mourir et qu'elle va découvrir son infidélité depuis des années. Et son père va également lui léguer une maison, la maison dans laquelle il retrouvait justement sa maîtresse. 1 an après la mort de son père, elle va emménager en fait dans cette maison pour les vacances parce qu'elle est atteinte du syndrome de la page blanche. Elle n'arrive plus à écrire des happy endings depuis qu'elle a découvert cette infidélité. Et donc elle a envie en fait de reprendre comme ça à zéro et puis de trier en fait, de ranger cette maison. Et en fait elle va se rendre compte que son voisin n'est autre que Augustus, son rival de l'université, qui lui est un auteur qui écrit des romans assez torturés, de la grande littérature, et qui, quand ils étaient à la fac, l'a titillé un petit peu sur le fait que justement, elle avait beaucoup de happy ending, que c'était toujours très solaire en fait, ses écrits. Donc ils vont se retrouver comme ça dans la petite ville, et ils vont se donner un défi. Lui doit écrire justement un roman de romance avec un happy ending, et elle doit écrire un grand roman de littérature un peu plus torturé qui correspond plus à son état d'esprit actuel. Et donc les deux vont également passer beaucoup de temps ensemble pour se faire découvrir leurs univers respectifs, pour les aider en fait à écrire leur nouveau roman. J'ai trouvé ce livre vraiment
hyper rafraîchissant. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de romance, puisque vous savez peut-être, j'arrête pas de vous le dire, donc je pense que vous êtes au courant maintenant, mais j'en avais marre de la romance. Ça m'avait un petit peu gonflé, j'en avais trop lu l'année dernière. Et là, du coup, de retrouver une petite romance comme ça, sympathique, ah, ça m'a fait du bien, j'étais contente, les personnages sont chouettes, ils sont pas caricaturaux, il y a une histoire derrière, l'intrigue elle est bien menée, c'est pas centré autour de la romance non plus. Alors après, c'est pas non plus le roman qui va être mémorable, mais j'ai passé un super bon moment. C'est le genre de livre qu'on a envie de lire en été, tranquillement sur la plage, avec de la good vibe. C'était chouette. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis une note de 4 sur 5, et je suis très contente d'avoir aimé encore un Emily Henry, parce que le premier que j'avais lu, qui était Happy Place, je l'avais pas du tout aimé. Après, j'ai lu People We Meet on Vacation, que j'avais adoré, et là c'est pareil, j'ai beaucoup aimé, donc je pense que la plume d'Emily Henry, ça va me convenir. Il y avait juste Happy Place que j'ai pas aimé, mais voilà, c'était un peu l'exception qui confirme la règle, on va dire. Pour le moment, en tout cas. Je vais pas m'étaler plus là-dessus, en tout cas, je vous le conseille. Ce livre était vraiment très très sympa à lire, et notamment en lecture audio, il passe très bien. Ensuite, j'ai lu en version papier Phobos, le tome 4, le dernier tome de la saga de Victor Dixon, donc la saga qui s'appelle Phobos également. C'est une saga young adult, dystopique, un peu science-fiction, dans lequel nous allons suivre 12 jeunes adultes entre 16 et 18 ans, je crois, donc en fait des adolescents, pardon, qui vont être sélectionnés pour faire un speed dating dans un vaisseau spatial en direction de Mars. Ils vont devoir donc créer des couples pour peupler Mars. Et tout ça va être retransmis à la télévision en direct 24 heures sur 24. Et donc nous allons suivre plus particulièrement Léonore, qui est la prétendante française. Au niveau de l'intrigue principale, j'ai beaucoup aimé. Franchement, je trouve que c'est une idée qui est assez novatrice et qui m'intéressait beaucoup en fait. J'avais vraiment bien aimé le concept, mais c'était l'exécution qui m'avait posé problème, c'est-à-dire que je trouvais que ça tombait tout le temps en fait, que les intrigues étaient expliquées et qu'on n'avait pas ce côté waouh à chaque fois qu'on découvrait quelque chose. C'était ouais, à chaque fois c'était un personnage qui nous disait ce qui se passait, qui nous disait ce qui n'allait pas ou quoi. Et donc ça m'a un peu gênée. Pareil, il y a énormément de points de vue, notamment on a le point de vue de Léonore, le point de vue de la chaîne Genesis, donc la chaîne de télé-réalité. Ça m'avait bien plu, franchement, c'est assez chouette à suivre. Mais par contre, tout le point de vue donc des directeurs d'émission, enfin de ceux qui chapeautent un petit peu toute cette émission, et le point de vue des terriens qui regardent la télé, enfin bref, tous ces points de vue-là, ils m'ennuyaient un petit peu, j'avoue. Donc des fois, c'était un petit peu long. Enfin, on est quand même sur des beaux bébés, hein. Celui-là, il fait 600 pages. C'était pas la saga que j'avais préférée, je vous l'avais mis notamment dans plein de vidéos où je vous disais que c'était une saga qui m'avait pas convaincue. Alors ce tome 4 est peut-être celui qui m'a le plus convaincu, en fait on a été crescendo je trouve. Le tome 1, je l'avais bien aimé, mais j'avais tout prédit en fait. Enfin, en lisant la 4e de couverture, je me doutais de tout, même quand on nous présente les personnages, je savais qui allait finir avec qui. Donc ouais, c'était pas celui qui m'a le plus surpris, on va dire. Le tome 2 et 3, bah en fait ça montait crescendo parce qu'on avait de plus en plus d'éléments que je ne pouvais pas voir venir. Enfin, on avait une direction dans l'histoire qui m'intriguait un petit peu plus, même si à chaque fois je trouve que, encore une fois, toutes les intrigues, on nous les apportait sur un plateau d'argent et ça nous empêchait en fait d'être surpris, d'être pris au dépourvu à chaque fois quand on lisait les événements. Le tome sur les origines des garçons, c'est celui que j'ai le moins aimé, parce que vraiment je le trouvais tiré par les cheveux, ça m'avait un peu saoulée. Et donc celui-ci, je trouve que c'est une bonne conclusion, c'est pas mal. J'aime bien les événements qui s'y passent, ouais, j'aime bien la tournure que ça a pris. Je suis toujours pas fan de l'écriture par contre. Je crois que j'ai mis une note... J'ai mis 2,5 ou 3. J'ai mis une note de 2,5 sur 5 parce que voilà, je suis toujours pas fan de l'écriture. C'est encore une fois trop young adult pour moi. Mais je vais nuancer, c'est vrai. En fait, il date. Hein. Je m'étais pas rendu compte tant que ça. Mais ça date, hein. 2018 celui-là. La saga en elle-même doit avoir maintenant 10 ans. Et c'est vrai qu'il faut aussi le remettre dans le contexte de l'époque. Et je pense qu'on avait moins ce besoin d'intrigues surprenantes. On était un peu moins blasés, je pense, par les livres, comme on en enchaînait moins, je pense. Les intrigues n'avaient pas besoin d'être spectaculaires.
à ce point. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Mais par contre, je pense que pour une saga adolescente, pour quelqu'un qui se met à lire tout ça, c'est vachement bien. Franchement, il faut leur conseiller aux adolescents. Mais je suis pas totalement la cible et ça m'a pas convaincue. Mais au moins, j'ai terminé cette saga, je peux le dire. C'est une saga terminée. Wouh! Ensuite, j'ai lu Le Ministère du Temps de Kaliane Bradley. C'est un livre un peu particulier parce que on aurait envie de dire que c'est de la science-fiction, mais en même temps, dans sa lecture, je trouve qu'il s'apparente plus à un contemporain avec une petite base de romance. Voilà. Si vous le lisez en pensant lire de la science-fiction, vous allez être déçu. Ça, c'est sûr. Il faut vraiment pas partir comme ça. Faut pas se dire je lis un livre de science-fiction avec une intrigue basée sur les sciences, avec quelque chose où on va m'expliquer des voyages dans le temps, etc. Faut vraiment pas partir là-dessus parce que le côté explication, le côté science-fiction, en fait, hein, il est pas vraiment là. C'est vraiment une toile de fond. On va peu en parler. On va surtout partir sur la conséquence, en fait, de cette situation. On va pas parler de la cause et de comment ça s'est passé. Voilà, je préfère vous prévenir. Donc dedans, nous allons y suivre... je crois qu'on ne connaît jamais son nom. Je veux pas dire de bêtises, mais son nom... je ne sais plus. Mais bref, on va y suivre une fonctionnaire du ministère du Temps qui va être engagée en tant que passerelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une passerelle ? C'est quelqu'un qui va essayer de permettre à des personnes venues du passé de s'adapter dans notre monde actuel. Elle va être associée à Graham Gore, elle va devoir s'occuper de lui, qui vient des années, si je me trompe pas, 1856, je sais plus exactement la date, moi je suis désolée, qui a été pris du passé parce que dans tous les cas il allait mourir, et qui a été amené donc dans le présent, et donc elle doit faire en sorte que son intégration se passe au mieux. Donc on les appelle aussi les expats, hein, voilà. Ils sont comme ça 6 personnes du passé à être réintégrées dans le présent, qui est un présent très similaire à notre monde actuel. Il n'y a pas beaucoup d'autres technologies avancées, enfin c'est vraiment comme notre monde. Ces personnes viennent de siècles différents, hein. Ils viennent pas tous de la même période, et donc on doit comme ça leur permettre de s'adapter au présent et voir un petit peu comment ils évoluent, et si ça sera possible d'étendre en fait cette expérience et de le faire avec encore d'autres personnes, d'autres expats. Donc elle doit s'occuper de Graham Gore, qui est quelqu'un forcément d'ancré dans son époque, donc un petit peu misogyne, avec beaucoup de principes, avec une moralité qui est très relative à l'époque, donc elle doit l'intégrer. Et on va y suivre justement tout leur quotidien, toute leur relation qui va évoluer et comment ça va se passer. Mais c'est également un livre où il y a pas mal d'actions, mine de rien. Le rythme est assez particulier parce qu'on va osciller entre des actions qui sont très rapides, très intenses, et ensuite un ventre un petit peu plus mou du quotidien, de leur relation qui évolue, du développement des personnages. Donc c'est assez particulier comme livre, puisque comme je vous dis, c'est écrit comme un contemporain, avec des bribes d'action comme ça, qui sortent un petit peu de nulle part, que l'on ne voit pas venir. Il faut se laisser embarquer en fait, hein. Il faut vraiment lire ce livre en n'ayant aucune attente. Faut aimer contemporain, mais en même temps aimer quand même des petites scènes d'action comme ça qui pop au milieu de nulle part, et accepter que vous n'aurez pas la réponse à toutes vos questions aussi. Si vous aimez les contemporains et que vous voulez découvrir l'univers de la science-fiction, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée parce que ça mêle vraiment les deux. Donc ça peut être sympa. J'ai aimé, mais en même temps ça m'a surpris. J'en lirai pas 50, je pense, mais c'était assez intéressant à lire. Au niveau des personnages, je me suis quand même pas mal attachée à eux, mais l'histoire... Je suis un peu restée en retrait parce que, comme je vous dis, les scènes d'action étaient tellement furtives qu'en fait ça me permettait pas de bien tout suivre et de bien tout comprendre. Et puis on nous cache tellement en fait d'éléments que c'était un peu compliqué d'arriver à tout suivre. Mais j'ai quand même aimé. Je lui ai mis une note de 4 sur 5. Et voilà, c'était assez chouette, mais c'est pas un coup de cœur non plus, mais c'était assez chouette et ça change. Le roman suivant que j'ai lu, c'est en lecture audio encore une fois, et c'est... Meneur-menteur, je saurais pas dire, puisque du coup vous voyez il y a des parenthèses entre le T, donc je sais pas comment on est censé le lire, de Julie Soto, qui est un petit thriller. Nous y suivons donc 5 amis qui sont au lycée et qui forment le groupe des Thrashers. C'est quoi les Thrashers ? En fait c'est tiré du nom de Zach Thrasher, leur meneur, et en fait c'est pour qualifier toutes les personnes qui ont passé énormément de temps avec ce groupe, qui pensaient être intégrées dans le groupe et qui du jour au lendemain ont été rejetées, abandonnées,
empoisonnés, donc on dit qu'ils se sont fait thrasher. Et c'est ce qui serait arrivé à Emily, donc une jeune femme qui était très très proche de Jodie, l'une des filles du groupe, et qui se serait fait thrasher et qui, suite à ça, aurait mis fin à ses jours. Et leur vie va basculer du jour au lendemain lorsqu'ils vont être inculpés justement de harcèlement criminel à l'encontre d'Emily. Et donc ils vont se faire auditionner par la police et il va y avoir toute une enquête policière autour de ça. Et donc nous, on va suivre plus particulièrement l'histoire de Jodie et également des bribes du journal d'Emily qui a mené justement à cette inculpation. C'était un thriller qui était très intéressant, très haletant. Il y avait énormément d'action, ça s'enchaîne hyper bien. Franchement, je l'ai trouvé très prenant, très addictif. Ça se lisait tout seul. Enfin, moi, je l'ai écouté, mais ça donnait envie en fait d'écouter la suite. On n'avait pas envie de couper la lecture. Ça, à ce niveau-là, c'était très bien. Et à la fin, en fait, on avait comme une surenchère d'intrigues, de petites révélations qui arrivaient comme ça, qui m'a fait me dire que la fin allait être waouh. Et en fait, je suis un peu restée sur ma faim. Je l'ai trouvée pas folle. Enfin, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus impressionnant. Là, c'était un petit peu ce à quoi je m'attendais, donc ça m'a un petit peu déçue pour la fin. Mais autrement, le reste du bouquin était cool. Les personnages, je les ai trouvés justement pas caricaturaux, ils étaient assez bien dépeints. Ils étaient assez humains dans leur façon d'être, dans leur ressenti, dans leurs sentiments. Il n'y en avait pas qui étaient tout blanc ou tout noir, vous voyez. Ils étaient assez nuancés, ce que j'ai bien aimé. Par contre, on reste un peu aussi sur notre faim sur certaines questions dont on n'a pas la réponse. Mais après, moi, ça me dérange pas parce que ça permet aussi d'avoir une certaine liberté d'interprétation sur les relations entre certains des personnages et notamment dans notre groupe de 5 amis. Donc non, moi, ça m'a plutôt bien plu. Mais je vous dis juste la fin, j'étais un peu déçue. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Là, c'était ok. Et il y a une petite part de surnaturel aussi dans ce roman qui était assez sympa. Je lui ai mis une note de 4 sur 5 parce que voilà, je l'ai trouvé vraiment très addictif. J'ai passé un bon moment en le lisant, donc voilà, ça mérite cette note. J'ai l'impression que je mets tout le temps les mêmes notes, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ça. Le suivant, c'est en lecture papier. J'ai lu le second tome de la saga Blackwater, qui est La Digue de Michael McDowell. Pour vous refaire un petit résumé, nous sommes dans la ville de Perdido, au sud de l'Alabama. La ville a été victime d'une crue, donc les deux rivières, la Blackwater et la Perdido, justement, je crois, ont fait une crue, enfin elles sont débordées. Ça a inondé vraiment toute la ville. Nous y suivons plus particulièrement la famille Casquet, qui est une famille très riche, très puissante dans cette ville, qui possède une scierie. On a différentes personnes dans cette famille, mais on va suivre plus particulièrement Oscar Casquet, qui va pendant la crue se balader sur sa petite barque pour voir un petit peu l'état de la ville. Et en fait, dans l'hôtel de la ville, il va retrouver une jeune femme qui s'appelle Elinor et qui est là en fait depuis le début de la crue. Donc lui, il est un petit peu surpris parce que ça fait 4 jours en fait qu'elle est là et qu'elle n'a pas évacué. Donc il va la ramener sur sa petite barque et il va apprendre à la connaître, il va la secourir en gros. Et donc Elinor va s'intégrer comme ça dans la famille Casquet au plus grand désarroi de sa mère qui s'appelle Marie-Love et qui n'aime pas du tout Elinor. Elle voit en elle quelqu'un d'un peu mesquin, elle a l'impression qu'elle est de mauvais augure. Et donc on va voir un petit peu ce jeu de pouvoir entre ces deux femmes dans cette petite ville. Et donc là on est sur le second tome, donc la suite du tome 1 que je viens de vous présenter. C'est toujours un livre aussi addictif, ça se lit mais genre tout seul, ça se dévore, je pourrais le lire en une journée je pense. L'intrigue est toujours assez sympa, ça avance quand même si c'est beaucoup plus lent que dans Cathy que j'avais lu aussi du même auteur. Mais Cathy, comme c'est un one-shot, c'est beaucoup plus rapide. Là, on est sur quelque chose qui prend un peu plus son temps. On sent que c'est une saga et je vous rappelle qu'elle est composée de 6 tomes. Donc là, c'est le tome 2. Et franchement, je passe toujours un aussi bon moment. Il y a toujours autant de rebondissements. C'est toujours aussi intéressant. Les personnages sont hyper bien dépeints. Ils sont nuancés et ils sont très intéressants. Enfin, vraiment, je passe un excellent moment de lecture avec cette saga et j'ai hâte de la continuer. Je vais la continuer un petit peu tout au long de l'année, je pense, jusqu'à la terminer. J'ai pas envie d'attendre trop longtemps entre 2 tomes parce que je veux encore avoir l'histoire bien frais dans ma tête. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un excellent moment. Je crois que je lui ai mis également un 4 sur 5. Voilà, j'aime bien. Et puis alors, l'objet livre, il est vraiment magnifique. Donc, voilà pour celui-là. J'aime vraiment beaucoup l'écriture de Michael McDowell. Je pense que je vais en lire un petit peu plus fréquemment. Là, j'attends un peu parce que je voudrais lire la saga Blackwater en une seule fois avant
de repartir sur d'autres livres de Michael McDowell, mais j'en ai déjà quelques-uns là que j'ai vu passer sur Nextory. Je pense que je vais les lire assez rapidement derrière. Voilà. Enfin, le dernier tome que j'ai lu ce mois-ci, pareil, en version papier, c'est Le choix du cœur, donc le dernier tome de la saga de la guerre des cœurs égarés de Carissa Broadbent. On est toujours sur un livre qui est, ma foi, magnifique, mais je trouve que je me suis un peu fait avoir pour celui-là parce que, je vais pas arrêter de vous le dire, hein, les 2 derniers mois quand j'ai lu le tome 1 et le tome 2, je suis très contente parce que les éditions Lost Kingdom sont hyper agréables à lire. Certes, c'est des pavés, faut l'avouer, mais c'est écrit assez gros, c'est assez aéré. Franchement, à lire, ça se lit tout seul parce qu'on tourne les pages et c'est très très agréable. En plus, je vous avais dit, il y a des illustrations à la fin. Et alors là, je me sens un peu volée. Parce que déjà, à la fin, je n'ai que 2 illustrations. Celle de la couverture et celle des pages de garde. Allô, pourquoi ? Parce que ça, c'est celle, vous voyez, des pages de garde, et la première que je vous ai montrée, c'est celle de la couverture. Donc, un peu déçue, là, quand même. Vous auriez pu m'en mettre une de plus, je sais pas. Et aussi, je vais peut-être aller vous chercher l'autre pour vous montrer. En fait, que je vous dise, quand j'ai regardé les deux, hop, je vous les mets l'un à côté de l'autre. Là, j'ai le 2, là, j'ai le 3. Je sais pas si vous voyez, mais je me suis dit, mais il est plus petit. C'est cool, ça va aller plus vite. Et en effet, il y a 50 pages de moins. Donc, je me suis dit, bon, tant mieux, je vais le lire comme ça en fin du mois, là. Ça va aller vite. Ils sont lourds en plus, donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Ah, ça fonctionne pas. Et c'est compliqué, hein. Alors, ok. Là, je pense que vous allez m'entendre. Ceci est le tome 2. Ceci est le tome 3. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que moi, vraiment, quand je l'ai lu... Donc ce tome 3 en fait était beaucoup plus long que le tome 2, je me suis complètement fait avoir à ce niveau-là. Donc ça c'était juste pour l'objet livre, donc il était plus long. Ça a été long à lire. Mais par contre, au niveau du contenu, j'ai vraiment passé un super bon moment. Autant j'avais beaucoup aimé le 1, j'avais beaucoup aimé le 2, parce que généralement dans une trilogie, le tome 2, c'est celui que je trouve toujours le plus faible, où il se passe le moins de choses et qui m'intéresse le moins, et que j'oublie un petit peu. Et là, ce tome 2, je l'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais passé un très très bon moment. Et là, le tome 3, c'est pareil. Alors, il est un peu long, c'est vrai qu'il y a peut-être des moments un petit peu longués, mais j'ai adoré, je trouve que les événements s'enchaînent hyper bien, les personnages sont attachants, toute l'intrigue elle est vraiment chouette, toute l'histoire, le développement commence à se goupiller, tout ça, j'ai trouvé très clair, c'était très facile à comprendre, et en même temps, pas non plus trop simpliste. La romance, elle a toujours une place assez secondaire quand même dans le roman. Carissa Broadbent, j'aime bien l'équilibre qu'elle fait entre la romance et l'action, parce que c'est l'action quand même qui est le plus important, mais on a quand même une romance en fond, on a quand même une histoire romantique qui est assez développée. Et voilà, j'ai vraiment passé un super bon moment, j'ai aimé la tournure des événements, j'ai été inquiétée quand même, c'était pas du tout cuit. Franchement, j'ai passé un très bon moment. C'est une romantaisie, alors est-ce que c'est vraiment une romantaisie ou c'est plutôt une fantaisie avec de la romance? Je pense que c'est plutôt la seconde option, mais en tout cas, je trouve qu'on n'en entend pas parler. Et puis c'est une trilogie, elle est déjà terminée parce que moi j'en ai un peu marre des sagas où on ne sait pas combien il y aura de tomes et à chaque fois ça continue, ça continue, ça continue. Là on est sur une trilogie pure et dure, on a le début, on a la fin, donc vous inquiétez pas à ce niveau-là. Et ouais, j'ai passé un super bon moment en fait avec ces personnages. Alors c'est assez long quand même parce que je vous ai dit il y a à peu près 800 pages par tome, donc c'est pas non plus une petite biologie, hein, faut pas se mentir. J'ai passé un excellent moment, je vous la conseille, c'est quand même assez violent, c'est pas pour les plus jeunes je pense. Parce qu'on va avoir quand même de la torture physique et psychologique. Il y a quelques petits trigger warnings, mais voilà, moi c'est le genre de fantasy que j'aime beaucoup. Alors, je suis très peu calée sur la définition de la dark fantasy, mais je pense qu'on pourrait qualifier ça de dark fantasy. Je ne sais pas. En tout cas, c'est peut-être le livre qui se rapproche le plus de la dark fantasy que j'ai lu pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, il y a un moment où je lirai du J. Christophe et où je lirai aussi la saga Gods and Monsters. Pour pouvoir comparer, je vous dirai du coup si celui-ci, pour moi, est quand même de la dark fantasy ou pas. Après avoir vu un référentiel, on va dire. Mais voilà, pour l'instant, moi, je dirais que c'est peut-être celui que j'ai lu qui se rapproche le plus de la dark fantasy. Et j'ai bien aimé, franchement, c'était chouette, j'ai bien aimé. Je vous le conseille, vraiment. Voilà. Tac, je lui ai mis une note de 4 sur 5 aussi, je crois.
J'ai mis que des 4 sur 5, franchement, il va falloir que je nuance un petit peu plus mes notes, hein, parce que là, ça va pas du tout. Et ben voilà pour cette vidéo, je vous ai présenté donc tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. C'était un mois assez diversifié quand même, hein, parce qu'on a de la science-fiction, du contemporain, de la fantasy, des classiques, enfin bref, franchement, je suis assez fière de moi, en non-fiction aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous intéressent. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker la vidéo, ça aide énormément pour l'algorithme. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao mes hobbits!